Au cœur de l'univers se trouve une force mystérieuse et puissante, cachée, dont les secrets n'attendent que d'être percés. C'est une force qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. Et elle porte le nom d'antimatière. Découvrons ce qu'est cette chose. Et comment nous pourrions l'utiliser pour révolutionner notre vie. L'antimatière, c'est le fantasme de la science-fiction qui prend vie. Tu en as peut-être déjà entendu parler dans Star Trek et Star Wars. Mais il s'agit en fait d'une chose bien réelle que les scientifiques étudient depuis plus d'1 siècle. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et en quoi diffère-t-elle de la matière ordinaire? Commençons par les bases. Tu sais probablement que les atomes sont constitués de minuscules particules appelées protons, neutrons et électrons. Ces particules sont toutes constituées de matière, c'est-à-dire ce dont nous sommes chacun faits et qui compose le monde qui nous entoure. Et l'antimatière, c'est exactement la même chose, mais avec un petit quelque chose en plus. Au lieu de protons, les atomes d'antimatière ont ce qu'on appelle des antiprotons. À la place des neutrons, des antineutrons. Et en lieu d'électrons, ils ont des positrons. En fait, l'antimatière est constituée de particules dont la charge, le spin et les autres propriétés sont opposées à celles de la matière ordinaire. Tandis qu'un proton a une charge positive, un antiproton a une charge négative. Et tandis qu'un électron a une charge négative, un antiélectron, également connu sous le nom de positron, a une charge positive. Tu comprends? L'antimatière est en quelque sorte le jumeau contraire de la matière. C'est l'image inversée de tout ce qui nous est familier. Tout comme Batman a le Joker, la matière a l'antimatière. Alors, si tu as toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être dans un monde où tout est opposé, voici ta réponse. Et voilà le meilleur. Lorsque les particules d'antimatière et de matière se rencontrent, elles s'annihilent littéralement, libérant en même temps une immense quantité d'énergie. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une source d'énergie quasi illimitée. Peut-être te demandes-tu où se trouve toute cette antimatière? Pourquoi ces antiparticules ne volent-elles pas dans tous les sens en produisant un spectacle pyrotechnique à chaque contact avec des particules ordinaires? À vrai dire, les scientifiques pensent que lors du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées en quantités égales. Mais pour une raison quelconque, c'est la matière qui semble avoir prédominé. Ainsi, lorsqu'elles ont commencé à se détruire mutuellement, c'est finalement la matière ordinaire qui l'aurait emporté d'un cheveu. Pourquoi cela se serait-il produit? Nous n'en savons toujours rien. C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Tout ce que nous savons, c'est qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous avons obtenu l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tu te demandes sûrement à quoi ressemblerait notre univers si la matière ordinaire avait disparu. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. L'antimatière est considérée comme l'un des objets d'étude les plus fascinants du monde scientifique. Elle pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et, bien sûr, présenter une nouvelle source d'énergie. Imagine un carburant capable d'alimenter un vaisseau spatial jusqu'aux confins de la galaxie, ou une centrale électrique qui pourrait subvenir aux besoins de villes entières. Voici ce que nous pourrions obtenir si nous résolvions cette énigme. Mais comment l'antimatière a-t-elle été découverte? Surtout si l'on considère qu'il n'en restait rien après le commencement de l'univers. Eh bien, les scientifiques sont parvenus à la découvrir d'une façon très astucieuse. Tout d'abord, il faut remonter le temps, jusqu'au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un physicien du nom de Paul Dirac a prédit l'existence de l'antimatière. Il avait conçu une théorie selon laquelle pour chaque particule de matière dans l'univers, il devait nécessairement se trouver une antiparticule correspondante. Cette idée a fait grand bruit à l'époque. Mais sa théorie a par la suite été confirmée au moyen d'expérimentation. Dans les années 1930, un autre physicien, Carl Anderson, a découvert le positron, le contraire de l'électron. C'était la première particule d'antimatière connue. Et cette découverte a constitué une énorme avancée pour la science. Les scientifiques ont rapidement découvert d'autres antiparticules, ce qui a donné naissance à un tout nouveau domaine d'étude, la physique de l'antimatière, que nous explorons encore aujourd'hui. Mais comment avons-nous découvert ces particules ? Ne vient-on pas de dire qu'il n'y avait plus eu d'antimatière après le Big Bang? Eh bien, pas exactement. Il y a bien de l'antimatière dans l'espace, mais elle est très rare et la dénicher constitue une véritable chasse au trésor.
Les scientifiques traquent les particules d'antimatière dans l'espace en recherchant des rayons cosmiques qui en sont composés. Il nous est également possible de créer de l'antimatière en laboratoire. À l'heure actuelle, les scientifiques utilisent pour cela des machines ultra sophistiquées connues sous le nom d'accélérateurs de particules. Le plus célèbre d'entre eux est le Grand Collisionneur de Hadron du CERN, qui est le plus grand au monde. Ces machines projettent de minuscules particules à très grande vitesse. C'est un peu comme un jeu de billard cosmique. Lorsque ces particules s'entrechoquent, elles génèrent des particules d'antimatière. Ensuite, on utilise des conteneurs spéciaux, appelés pièges de Penning, pour stocker celles-ci. C'est comme si tu gardais une petite supernova dans un bocal. À présent, grâce à l'antimatière, nous pouvons changer notre monde du tout au tout. Les chercheurs estiment que même une quantité infime d'antimatière, pas plus que quelques milligrammes, pourrait te donner la même énergie que la combustion de millions de litres d'essence. Ainsi, même avec une toute petite quantité, tu pourras alimenter une ville entière, pendant 1 an. C'est comme si tu tenais la puissance d'une petite étoile dans ta main. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche des moyens d'exploiter cette superpuissance pour améliorer nos vies. Ils espèrent l'utiliser pour produire de l'électricité, comme nous le faisons avec le charbon et le gaz naturel. À l'avenir, elle pourrait même être utilisée comme une source d'énergie aussi propre qu'inépuisable. On espère également l'utiliser pour alimenter des vaisseaux spatiaux afin de pouvoir voyager vers d'autres planètes, voire même d'autres étoiles. Imagine une fusée qui pourrait nous emmener aux confins de la galaxie, alimentée par la seule énergie de l'antimatière. Même une petite quantité de celle-ci serait capable de propulser un vaisseau spatial pendant très longtemps. Et ce n'est pas tout. L'antimatière peut également être employée en médecine. Les scientifiques tentent de s'en servir pour lutter contre le cancer et prendre des clichés de l'intérieur de nos corps. C'est comme un formidable outil capable d'aider les médecins de bien des façons. En bref, l'antimatière est aussi puissante que surprenante, et il ne nous reste plus qu'à trouver comment nous en servir. Et c'est là qu'est le hic. Même si l'antimatière est très puissante, elle est aussi très difficile à fabriquer, autant qu'à conserver. Il faut beaucoup d'énergie pour produire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'antimatière. Elle nécessite des apports d'énergie considérables, ce qui la rend très chère à produire en grande quantité. Il existe aussi d'autres problèmes. Par exemple, une fois que nous avons obtenu notre petite quantité d'antimatière, comment la conserver ? Nous ne pouvons pas la mettre dans un simple bocal. Les antiparticules sont extrêmement instables et elles sont également attirées par la matière ordinaire, comme un aimant est attiré par un frigo. Les scientifiques ont donc trouvé des moyens astucieux de les stocker, comme les piéger dans le vide, ou les garder dans des champs magnétiques incroyablement puissants. Et même dans ces cas-là, il s'agit toujours d'un processus délicat et coûteux. Ces raisons, et bien d'autres encore, expliquent pourquoi l'antimatière n'est pas encore viable pour une production à grande échelle. Si tu essaies de remplir le réservoir de ta voiture avec de l'antimatière, cela coûterait plus cher que le PIB d'un petit pays. Mais même si la création d'antimatière présente un énorme défi scientifique, les bénéfices potentiels sont énormes. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent actuellement de trouver des moyens de produire et de stocker l'antimatière de manière plus efficace et plus rentable. Et s'ils y parviennent, elle pourrait devenir la nouvelle source d'énergie ultime. La recherche sur l'antimatière est un domaine fascinant et qui évolue rapidement. Alors, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons éclairer nos maisons et faire avancer nos voitures avec de l'antimatière. Ce serait plutôt génial. En 2020, les scientifiques ont étudié la surface de Vénus. Cette planète a une atmosphère similaire à celle de la Terre. C'est pourquoi elle est si intéressante. Au fil des recherches, on a découvert qu'il y avait de la phosphine dans les gaz environnants de cette planète. Cette substance présente des composés organiques phosphoreux avec une combinaison de carbone ou d'hydrogène. C'est une découverte importante car la phosphine toxine incolore peut avoir une origine biologique. Sur Vénus, l'activité volcanique récente pourrait être une raison de l'application de ce gaz. Mais il est aussi possible que des bactéries y vivent vraiment. Passons maintenant de Vénus à la Terre, aux îles Falkland précisément. De magnifiques manchots papous vivent ici. Les scientifiques ont prélevé des échantillons d'excréments des manchots pour les étudier. En laboratoire, ils ont analysé les déjections des papous et y ont trouvé de la phosphine. Cette découverte a choqué la communauté scientifique. Comment cette substance qui existe à 61 millions de kilomètres de nous s'est-elle retrouvée dans les manchots ?
C'est difficile à imaginer. Mais si ces oiseaux inhabituels nous venaient directement de Vénus, s'ils lèvent si souvent la tête, c'est peut-être pour regarder leur lointaine maison dans le ciel étoilé. Les manchots font partie des rares oiseaux qui peuvent transformer l'eau salée en eau douce à l'intérieur de leur corps. Il y a des glandes uniques à côté de leurs yeux qui fonctionnent comme des puissants reins. Elles permettent aux manchots d'éliminer le sel de leur sang. Alors peut-être que cette même glande pourrait les aider à survivre sur Vénus. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Il est possible que des millions de manchots volent sur Vénus en ce moment même. Nous ne pouvons simplement pas les voir à cause des gaz qui recouvrent la planète. Bien sûr, il est peu probable que cette théorie trouve une confirmation. Les manchots seraient difficilement capables de survivre dans l'atmosphère de Vénus, qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Il y a aussi une petite quantité de nuages d'acide sulfurique sur cette planète, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment le corps de ces oiseaux peut produire de la phosphine. Ils prévoient de mener une étude approfondie et d'observer le comportement des manchots papous. Ils doivent savoir ce que les oiseaux mangent, quel genre de mode de vie ils mènent, et bien plus encore. Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol. Après ces recherches, les scientifiques espèrent que la phosphine des manchots aidera à identifier de nombreux organismes différents vivant sur d'autres planètes. Il est possible qu'à l'intérieur des manchots, certaines bactéries anaérobiques produisent de la phosphine pour combattre d'autres microbes concurrents. On peut aussi trouver des traces de phosphine dans le limon des étangs sur notre planète. Dans un avenir proche, les scientifiques vont envoyer plusieurs sondes sur Vénus pour explorer l'atmosphère de la planète et trouver la source de cette phosphine. Il y a un autre animal qui pourrait bien venir d'une autre planète. Celui-ci vit dans les mers et les océans. En 2018, un article scientifique a été publié dans lequel un groupe de chercheurs a déclaré que les pieuvres n'étaient pas nées sur Terre et ils les ont qualifiées de créatures de l'espace. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons de le penser. Selon l'une des hypothèses, des virus venus d'autres mondes sont tombés dans l'océan de la Terre et ont infecté les calmars et les crustacés. L'infection les a forcés à évoluer en pieuvres. Une autre théorie dit que les œufs de pieuvre ont été apportés sur notre planète par une météorite. Toutes ces versions sont apparues en raison du caractère unique de la pieuvre. Ces créatures marines sont étroitement liées aux escargots, aux mollusques et aux calmars, mais les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes. Ce sont les invertébrés les plus intelligents de la planète. Leurs capacités intellectuelles sont également supérieures à celles de nombreux mammifères, et même à celles de certains mecs avec qui j'étais en classe. Ils ont l'un des systèmes nerveux les plus complexes de tous les organismes vivants. Les pieuvres ont un cerveau central dans leur corps et leurs tentacules sont dotés d'une connexion neuronale qui leur permet de penser séparément de l'esprit central. Leur vision est développée de telle manière que leurs yeux peuvent être comparés à l'objectif d'une caméra vidéo de pointe. Elles peuvent changer de couleur et de forme, se camoufler grâce à une combinaison de pigments de couleurs, de nerfs et de muscles. Mais le plus impressionnant, c'est leur intelligence. Elles peuvent se détendre et ne rien faire, être paresseuses et s'amuser. Aucune autre créature sur la planète n'a une apparence et un comportement aussi inhabituels. Mais la principale raison de les considérer comme des extraterrestres venus de l'espace est leur histoire évolutive. Pour tout animal vivant, on peut tracer les étapes de son évolution. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun de la famille des éléphants, qui s'est éteint il y a 5 à 6 millions d'années. Si tu remontes encore plus loin dans le passé, tu vois que presque tous les mammifères descendent de reptiles semblables à ces animaux. Presque chaque animal descend d'une branche de l'évolution qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Chaque espèce évolue sur des millions d'années. Mais les pieuvres n'ont pas une telle branche. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars auraient dû évoluer en pieuvres pendant des millions d'années. Mais les scientifiques ne parviennent pas à retracer l'évolution des pieuvres avec leur intelligence, leurs tentacules et leur capacité à se camoufler. Le génome de la pieuvre ne ressemble à aucun autre génome de la planète. Si l'origine extra-atmosphérique des pieuvres s'avère réelle, cela pourrait confirmer une théorie opposée à l'évolution de Darwin. Selon cette théorie, les organismes vivants ou leurs embryons ont été amenés sur Terre depuis l'extérieur sur des météorites. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie. Certains scientifiques pensent que les pieuvres se sont séparées de la lignée des calmars il y a environ 135 millions d'années. Mais cette théorie n'a pas été étayée non plus. Néanmoins, si les pieuvres nous sont arrivées de l'espace, comment est-il possible que des organismes vivants aient survécu à un voyage interstellaire ? En fait, ce n'est pas impossible. Il existe des créatures sur Terre qui peuvent survivre dans l'espace. Il s'agit des tardigrades ou oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, proches des arthropodes. Il te faut un microscope pour les distinguer. Mais même un microscope basique te permettra de les voir en détail. De l'extérieur, ils ressemblent un peu à des ours. On les surnomme oursons d'eau.
car ils ont une fine couche d'eau autour du corps pour éviter la déshydratation. Ces créatures ont été trouvées dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux chaudes dunes de sable. Ils sont incroyablement tenaces grâce à leur structure unique. Ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule dure. Ce revêtement ressemble à l'exosquelette des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de l'ancienne couche de cuticule pour grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'accrocher à n'importe quelle surface. Les tardigrades ont réussi à survivre à une température de moins de 200 degrés. C'est presque 3 fois plus froid que la température de l'Antarctique. Les conditions chaudes ne sont pas non plus un problème pour eux. Ils ont survécu à une température de 148 degrés. Cela signifie qu'ils peuvent survivre dans l'eau bouillante. Les oursons d'eau n'ont pas non plus peur des radiations ou des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut déduire les alliages de métaux les plus robustes. L'ourson d'eau, quant à lui, peut résister à une pression 6 fois plus élevée. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent survivre dans le vide de l'espace. Notre planète a un champ magnétique, c'est-à-dire un bouclier qui nous protège du rayonnement solaire. Les tardigrades ne se soucient pas de ces radiations. Ils peuvent aller en orbite terrestre basse et revenir indemnes. La force de leur organisme est assurée par une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Les tardigrades peuvent aussi tomber dans un état de cryptobiose, si les conditions environnantes engendrent le gel, le dessèchement, le manque d'oxygène ou une surabondance de sel. Le tardigrade rentre sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps et s'endort. Il peut rester sous la forme d'un tonneau immobile jusqu'à ce que les conditions qui l'entourent s'améliorent. L'état de cryptobiose lui permet de survivre sans eau ni nourriture pendant des décennies. En 2016, des scientifiques ont réussi à faire revivre 2 tardigrades qui dormaient depuis plus de 30 ans. Ces créatures ont survécu à 5 catastrophes naturelles mondiales. Elles sont apparues il y a environ 5 milliards d'années et il est possible qu'elles vivent encore autant de temps. Elles ne craignent aucune apocalypse. Des astéroïdes frappent notre planète, une supernova explose à proximité et ses radiations éclaboussent la Terre, une tempête de chaleur ou de glace mondiale se déclenche. Les humains et la plupart des créatures vivantes ne survivront peut-être pas à ces événements, mais les oursons d'eau, eux, le pourront.